Bon, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue, à toutes et à tous à cette première matinale GRDF, sur la thématique de la sécurité des réseaux gaz. Donc je me présente, Arnaud Decoster, je suis le chef d'agence, de tertiaire et industrie, sur les régions, Hauts-de-France et Normandie et j'ai la chance et le plaisir en fait d'animer et d'introduire en fait, cette, séquence. Alors, je vais faire un petit pied de côté pour commencer et vous parler un peu de gaz en 2-3 minutes, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet et parler sécurité, des réseaux gaz. Pourquoi? Parce que, bah, le gaz est chahuté depuis maintenant 2 ou 3 ans et il y a un peu plus de 18 mois, on se demandait, si, on allait avoir assez de gaz pour passer, l'hiver suite, au démarrage de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et avec la fin de l'approvisionnement du gaz russe. Et nous avons donc passé l'hiver dernier, plus que correctement. Alors pourquoi? Parce que d'une part, la France est, hem, assez peu dépendant de la Russie, hein, à peu près 16 ou 17 historiquement, et parce que la France a fait le choix aussi, d'un approvisionnement diversifié et nous avons la chance en fait d'avoir, sur le territoire français 4 terminaux méthaniers, dont 2 sur le territoire, un à Dunkerque, et un qui vient de démarrer au Havre, terminal flottant qui nous permet de s'approvisionner pardon, en GNL. Donc pas de problématique de continuité de fourniture de gaz. Aujourd'hui, les stocks sont pleins en plus, les températures sont clémentes, donc du gaz, on en a. Ensuite, bah, cette, même guerre en fait a fait flamber les prix des énergies et notamment le prix du gaz, avec un prix du gaz, au-delà enfin qui a frôlé les 150 € du mégawattheure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc le gaz est de nouveau compétitif puisque, il est aux alentours des 30 € du mégawattheure. Si vous voulez acheter du gaz aujourd'hui pour fourniture 2027, il se négocie sur les marchés de gros à peu près 28 € du mégawattheure. Donc nous avons retrouvé, aussi de la compétitivité au niveau du prix du gaz. Je sais qu'on est entre industriels et qu'un certain nombre d'entre vous ont été contraints de basculer, sur des énergies, alternatives type fioul ou propane, du fait des prix de l'énergie, du fait du prix du gaz. Aujourd'hui, je voulais, aussi, voilà, vous signaler que le gaz est de nouveau compétitif. Ensuite, le gaz, on a souvent entendu: «Le gaz, c'est terminé, c'est la fin du gaz, le gaz est carboné». Alors, j'ai envie de vous dire: «Non, le gaz, c'est pas terminé. Oui, le gaz est carboné». Alors pourquoi c'est pas terminé? Parce que, toutes les études qui ont été réalisées, tous les scénarios qui ont été projetés à horizon 2050, soit par des électriciens, soit par des gaziers, soit par, l'ADEME ou d'autres encore entités, montrent en fait qu'il y aura toujours, du gaz à horizon 2050. Il y en aura moins dans le mix énergétique, à peu près 2 fois moins, dixit l'ADEME, mais le gaz, existera toujours, on ne peut pas s'en passer. Voilà, donc maintenant ce gaz naturel est carboné et notre devoir à nous, GRDF, à vous industriels, à toute la filière aujourd'hui des autour qui travaille autour du gaz vert, bah, c'est de décarboner et de verdir ce gaz. Actuellement, nous avons à peu près 13 TWh en France de gaz vert injecté dans les réseaux, pour une consommation de l'ordre de 400 TWh. Le projet d'entreprise de GRDF vise, 20 de gaz vert, dans les réseaux à horizon 2030 et 100 à horizon 2050. Donc le gaz, ce n'est pas terminé. Le gaz, bah, vous en avez besoin, vous, en tant qu'industriel. Le gaz se verdit progressivement et le gaz va se décarboner.
Donc c'était important, pour moi de vous donner ces 3 choses-là. Du gaz, il y en aura, on passera l'hiver. Le gaz est redevenu compétitif. Le gaz, en fait, sera toujours présent dans le mix énergétique à horizon 2050 et le gaz se verdit progressivement et on accélère son verdissement. Donc s'il y a toujours du gaz en 2050, il y aura toujours des réseaux, du réseau gaz. Et donc, on parlera toujours sécurité et réglementation des réseaux gaz. Alors pourquoi cette matinale, on l'a, organisée autour de cette thématique-là? Bah, d'une part parce que la sécurité, c'est un pilier majeur en fait dans les dans le projet d'entreprise de GRDF. Voilà, donc ça c'est la première raison, hein. On a un peu plus de 200 000 kilomètres de réseau gaz à exploiter, à maintenir et en toute sécurité. Et la deuxième raison, puisque on vous alimente en gaz, vous avez, vous, du réseau intérieur, heu, sur vos sites et ce réseau intérieur, bah, doit aussi, être bien conçu, s'entretenir, et est soumis à un certain nombre de réglementations. Donc on a voulu, vous partager, et Camille, tu peux passer le slide suivant s'il te plaît. On a voulu vous partager un certain nombre d'informations, autour, heu, de la sécurité et de la réglementation des réseaux gaz. Heu, sur la planche que vous voyez en fait, vous avez les interlocuteurs GRDF, de proximité, qui sont à vos dispositions pour discuter sécurité réseau gaz, mais plus largement pour vous accompagner dans vos stratégies de décarbonation pour, aboutir à la neutralité carbone à horizon 2050. N'hésitez pas à les contacter, heu, pour, heu, pour qu'ils vous accompagnent. Donc sans quelques petites règles, oui, pratiques pour le webinaire. On fera des séquences de questions-réponses. On vous demande de bien laisser les micros fermés, et de poser vos questions, en fait, dans le fil de discussion. On reprendra les questions, en fait, au fil de la présentation et je passe du coup de suite la parole à Gérald Dehon de la société Accégide, heu, directeur, régional Nord-Ouest. À toi Gérald. Bonjour à tous, merci Arnaud pour ton introduction. Donc, je me présente, Gérald Dehon, je m'occupe du développement d'Accégide chez la région Nord-Ouest. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour cette thématique concernant la réglementation gaz dans le secteur industriel. Donc, le sommaire que je vous propose de voir aujourd'hui, donc déjà en premier temps une introduction, où je vous présenterai synthétiquement Accégide et le contexte réglementaire lié au réseau de gaz naturel, afin d'assurer la sécurité. Nous verrons le code du travail et les obligations de l'employeur par rapport au risque gaz afin d'assurer la sécurité et la santé des employés. Nous verrons l'arrêté préfectoral, le rôle de l'arrêté préfectoral autour de la réglementation gaz. Nous ferons un laïus sur les équipements sous pression. Alors, selon deux items, la partie construction neuve de tuyauterie et la partie exploitation lorsque les réseaux sont mis en service. Nous verrons le système normatif, les normes associées au réseau de gaz naturel et les contrôles qui en découlent. Et nous finirons par voir les évolutions de l'arrêté du 3 août 2018 qui concerne les chaufferies, l'alimentation des chaufferies gaz. Alors, l'introduction. Alors, rapidement, Accégide, c'est une société qui a été créée en 2018, qui fait partie de GRDF, qui fait partie de 100% de GRDF, et dont la mission, c'est d'apporter des solutions en termes d'expertise, de maintenance, de travaux et de formation autour du réseau gaz, sur vraiment l'intégralité du réseau de gaz naturel. Accégide, c'est composé d'experts sur le domaine du gaz naturel. Nous avons un rayonnement national pour avoir une proximité client et répondre aux besoins des clients industriels. Donc, si on revient sur le contexte réglementaire des réseaux de gaz naturel, alors l'employeur, l'exploitant, est responsable de la sécurité des réseaux de gaz naturel à partir de la limite de propriété de son site, c'est-à-dire qu'à partir de la vanne de sortie du poste de détente GRDF ou du poste de détente GRT Gaz, parce qu'ils sont alimentés par un réseau de transport, et à partir de là, pour assurer la sécurité des réseaux, il doit respecter un puzzle réglementaire. Des réglementations qui sont constituées d'un puzzle, composé dans un premier temps du code du travail et des arrêtés préfectoraux, qui vont définir les exigences, les obligations, les exigences spécifiques sur les réseaux de gaz naturel. Et ensuite, c'est composé de normes
qui sont assujettis à des niveaux de pression. Donc, comme par exemple la directive des équipements sous pression ou les normes, on va dire, liées au réseau, comme la norme 1775 ou 15001, que je vais vous présenter plus en détail par la suite. Donc ça, c'est pour la partie réseau. Et pour tout ce qui est alimentation des chaufferies et comment dire, des panoplies de brûleurs, eh ben, ils sont assujettis à des réglementations telles que l'arrêté du 3 août 2018 et également la directive des équipements sous pression. La directive ATEX, elle couvre l'ensemble des réseaux de gaz naturel, du réseau de gaz naturel du site. Donc, ces normes, ces arrêtés, ces codes du travail vont donner des obligations, des règles à respecter pour tout ce qui est conception, fabrication, exploitation et maintenance des réseaux de gaz naturel. Donc, moi, ce que je vous propose dans les slides suivants, c'est de voir les obligations qui sont liées au code du travail, à l'arrêté préfectoral, aux équipements sous pression et aux normes des réseaux. Donc, dans un premier temps, le code du travail. Donc, le code du travail, c'est... il y a un slide qui est passé. Donc, le code du travail, c'est vraiment, comment dire, les obligations principales qui sont liées, comment dire, à l'exploitant et qui doit respecter pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, pour faire la présentation, on a souhaité extraire, on va dire, vraiment les principaux articles du code du travail qui vont induire les obligations liées à l'employeur sur les réseaux de gaz naturel. Donc, le premier article, alors je vais vous le lire, c'est l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Alors cet article, comment dire, concerne l'ensemble des éléments de sécurité à prendre sur le site et il concerne la sécurité du gaz naturel. Donc l'employeur est responsable de la sécurité dont le risque gaz sur son site. À travers ça, il doit répondre à l'article L421.2 qui met en place les mesures, les principes généraux de prévention. Alors, voici, ça, c'est les principes généraux. Nous, on va vraiment s'attarder sur les 3 premiers qui concernent le gaz naturel. Donc, l'employeur doit éviter les risques. Alors, pour ça, il doit déjà prendre conscience des risques qui sont liés au réseau de gaz naturel afin de pouvoir mettre en place les actions à réaliser. Suite à ça, il doit évaluer les risques, qui ne peut pas être évité. Alors, pour évaluer les risques, il faut réaliser, selon le système normatif, des audits, des contrôles visuels, des recherches de qui vont pouvoir faire un état des lieux et mettre en place les actions pour assurer la sécurité des réseaux. Et enfin, suite à ces audits, ces contrôles visuels, on va pouvoir combattre les risques à la source en mettant en place des actes de maintenance, de travaux de remise en conformité, de recherche de fuite ou de formation qui vont pouvoir assurer la sécurité et la santé des employés. Donc ça, c'est les premiers articles issus du Code du travail. Il faut également savoir que selon le Code du travail, l'employeur doit transcrire, donc ça c'est l'article L4121-1, l'employeur doit mettre à jour un document unique, enfin doit bâtir un document unique et le risque gaz doit doit être présent dans ce document unique. Dans ce document unique, il doit y avoir également un document relatif à la protection contre les explosions, c'est-à-dire par rapport à la directive ATEX. Donc le risque gaz, selon le Code du travail, doit être intégré dans le document unique. Et il faut savoir que ce document unique doit être mis à jour une fois par an, au minimum une fois par an, ou lorsqu'il y a toute décision d'aménagement important qui se fait dans la société, ou alors lorsqu'il y a une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Donc voilà. Et enfin, le dernier article du Code du travail qui est lié au réseau de gaz naturel, c'est celui-là, l'article L4121-4. L'employeur doit s'assurer que son personnel intervenant soit formé au risque gaz et également comment on se met en sécurité lorsqu'on a une problématique sur les réseaux de gaz naturel. Donc, ce qu'il faut retenir du Code du travail, c'est que l'employeur est responsable de la sécurité des réseaux de gaz sur son site. Pour cela, il doit faire une évaluation des risques à travers un audit, comment dire, des contrôles visuels et une recherche de fuite pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'explosion sur son site, pour assurer la sécurité de ses employés. Il doit renseigner ces risques dans le document unique, le mettre à jour en fonction des échéances et des modalités du Code du travail. Et enfin, il doit s'assurer que certaines personnes sur son site, des sachants, soient formées à la sécurité, enfin au danger du gaz naturel et comment se mettre en sécurité sur les installations du site. Ensuite, l'arrêté préfectoral. Donc, si on revient sur le puzzle réglementaire, on a vu vraiment le code le plus important, c'est le Code du travail. Ensuite, c'est l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral,
comment dire, il va traiter de l'ensemble des risques liés à un site industriel, mais il va également autoriser, entre autres, l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il va inscrire les ICPE dans des rubriques, les installations dans des rubriques, et les soumet à un certain régime. Par exemple, la rubrique 2910 pour les chaufferies qui sont entre 1 et 20 MW, ou la rubrique 3110 avec autorisation pour les chaufferies supérieures à 20 MW. L'arrêté préfectoral peut demander le respect de textes réglementaires généraux et de systèmes normatifs. Il peut par exemple vous imposer de faire du repérage de tuyauterie, d'avoir des consignes d'exploitation, de former votre personnel, d'avoir des systèmes de double vannage automatique sur vos installations. Donc, il va faire rappel à des textes réglementaires par rapport au niveau d'ICPE que vous avez sur vos sites. Et il peut être également plus restrictif que les tests réglementaires généraux, c'est-à-dire qu'il peut vous demander plus que la réglementation. On voit par exemple souvent des arrêtés préfectoraux qui demandent aux sites clients d'installer des systèmes de double électrobahn en amont, enfin vraiment à l'entrée du site. Donc c'est des choses qui sont plus restrictives que la réglementation. Alors une bonne pratique, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous, employeurs, exploitants, vous devez prendre connaissance de votre arrêté préfectoral et des risques liés au réseau de gaz naturel afin de voir les textes généraux à respecter et également s'il n'y a pas des éléments plus restrictifs à mettre en place. Alors une bonne pratique qu'on vous partage, c'est que vous pouvez consulter les arrêtés préfectoraux, enfin les sites à travers un portail qui s'appelle GeoRisque. C'est une base de données qui regroupe l'ensemble des installations classées avec les seuils, on va dire, d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration. Et c'est une base qui est mise à jour fréquemment. La dernière mise à jour, elle date du 15 décembre. Donc je ne sais pas, Arnaud, s'il y a des questions par rapport aux deux premiers items, le code du travail ou l'arrêté préfectoral. Alors, pour l'instant, dans le fil de discussion, il n'y a pas de questions. Par contre, si l'un d'entre vous a une question, on peut la prendre à l'oral. Non. Si pas de questions, on va continuer, mais n'hésitez pas à effectivement poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, suite à la partie que je vous propose de voir maintenant, c'est les équipements sous pression. Alors, les équipements sous pression concernent tous les réseaux de gaz naturel qui sont supérieurs à une pression maximale de service de 0,5 bar. Donc, ce que je vous propose de voir là, c'est voilà, les équipements sous pression concernent entre autres les tuyauteries. Alors, il y a deux cas de figure, soit les tuyauteries en usine, soit les tuyauteries de transport et de distribution. Alors, pour les industriels, ça sera les tuyauteries, les réglementations qui sont liées à des tuyauteries industrielles sur lesquelles vous devrez vous reporter. Donc, pour les tuyauteries en usine, il y a deux cas de figure. Dans un premier cas, dans le cas d'une installation neuve, où là, on doit respecter, alors là, c'est les termes, c'est les références des normes, la DESP, particulièrement la directive 2014-68-UE et le décret 2015-799. Pour la partie en service, il faut respecter l'arrêté du 20 novembre 2017. Alors, on verra plus en détail ces décrets par la suite. Et pour votre information, sur les réseaux de transport et de distribution, alors ça concerne plus les cogénérations ou les réseaux de distribution de transport comme GRDF ou GRT Gaz. Alors vous avez aussi bien pour la partie neuve en service l'arrêté du 13 août 2013 pour la partie vapeur. Pour les autres fluides, c'est l'arrêté multifluide du 5 mars et pour la distribution, c'est l'arrêté du 13 juillet 2000. Alors nous, en ce qui concerne vraiment la réglementation pour la partie industrielle, c'est la DESP et l'arrêté du 20 novembre que je vais vous présenter. Donc la DESP et le décret 2015-799. Alors comme je l'ai dit au préalable, ça concerne les installations neuves. Alors si vous avez sur un site industriel un projet ou qui induit la mise en place d'une canalisation neuve de tuyauterie, vous devez respecter ces obligations suivantes. Alors pour définir le niveau de catégorie de DESP, on se réfère à un tableau. Alors pour le gaz naturel, alors c'est un tableau qui est contenu dans l'arrêté de DESP et qui est le tableau 6. Alors pourquoi le tableau 6? C'est parce que c'est le tableau qui est lié aux tuyauteries pour du gaz et pour un fluide de groupe 1. C'est-à-dire que le gaz naturel, c'est un fluide dangereux, donc on le classe dans le groupe 1. Donc par rapport à ça, nous, on va utiliser pour déterminer la catégorie DESP le tableau numéro 6. Alors comme je l'ai dit précédemment, la DESP, elle n'est applicable qu'à partir du moment où vous avez une PS supérieure à 0,5 bar. Et on entend PS, c'est la
pression maximale de service. C'est-à-dire la pression maximale de service, c'est celle de votre soupape ou celle de la vanne de sécurité qui est liée à votre poste de détente, à vos détentes. Donc, en fonction de ça, on va déterminer la catégorie de DESP. Alors, tout ça en faisant le couple, on va dire, pression DM. Donc là, on peut voir le tableau numéro 6. Sur l'abscisse, on a les diamètres nominales. Et comment dire, sur leurs données, on a la pression. Alors prenons par exemple un réseau avec une pression maximale de service de 450 millibars avec un DM200. Et bien là, on sera à ce niveau-là et on n'est pas soumis à DESP. Donc ça, on sera vraiment dans les règles de l'art. Par contre, si vous avez un réseau avec un diamètre 100 et une pression maximale de service d'un bar 5, par exemple, ben là, vous allez être en catégorie 1 de la DESP et donc dans le code de construction, vous aurez des exigences à respecter. La même chose si vous êtes en catégorie 2 et la même chose si vous êtes en catégorie 3. Alors, ce qu'il faut retenir, à partir de jusqu'en diamètre 100, vous êtes en catégorie 1, jusqu'à des pressions, on va dire, de 10 bars. Et au-dessus du diamètre 100, vous passez en catégorie 2, on va dire de DESP. Donc, pour la déterminer, il faut prendre le diamètre intérieur de la canalisation. Donc, le DN, c'est des tuyauteries en acier. Et si c'est des tuyauteries en PE, ben, il faudra prendre le diamètre intérieur de la canalisation parce que c'est défini en calibre. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce tableau et vos seuils de pression de diamètre, vous vous trouvez soit non soumis, soit en article 7, soit en catégorie 1, soit en catégorie 2 ou soit en catégorie 3. Et par rapport à ça, vous avez des obligations à respecter lors de, comment dire, des constructions des tuyauteries. Alors, si vous êtes en article 7, bah, ça sera comment dire, des exigences que je vais vous présenter par la suite, mais vous n'avez pas de marquage CE ni d'organisme notifié qui vont valider votre dossier. En catégorie 1, vous devez appliquer on va dire, le module A et le respect des exigences essentielles de sécurité. Vous aurez un marquage CE, mais pas d'organisme notifié. Pour les catégories 2 et 3, c'est des modules spécifiques de la DESP, mais là, il faut faire attention parce que vous avez un marquage CE, mais également un organisme notifié qui va valider les dossiers et l'épreuve du réseau sur site. Donc voici un peu le détail des exigences par catégorie. Si vous avez un équipement en article 7, donc vous aurez obligatoirement obligé comment dire, d'avoir un dossier, enfin de respecter les règles de l'art pour la construction de la tuyauterie. Il n'y aura pas de marquage CE. Il faudra établir des instructions suffisantes qui permettent l'exploitation en toute sécurité des réseaux. Il faudra une identification du fabricant. Après, pour les équipements en catégorie 1, 2 et 3, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment un dossier bien bâti selon les exigences suivantes. Analyse de risque à établir par le fabricant, établissement d'une notice d'instruction, marquage CE, déclaration de conformité, dossier de fabrication, un CUMOS, les CUMOS validés par des ON, des qualifications des soudeurs, les certificats 3.1, déclaration de conformité, notice d'instruction. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez un réseau en catégorie 2 à construire, il y a vraiment des exigences spécifiques à respecter et un dossier de construction spécifique à faire. Donc ça, c'était pour la partie tuyauterie, comment dire, création neuve de tuyauterie. Ensuite, on va passer sur l'arrêté du 20 novembre. L'arrêté du 20 novembre, elle, concerne plus les tuyauteries qui sont en exploitation. Si vous avez une tuyauterie en... Alors là, je vais vous montrer le tableau qui va définir les critères de l'arrêté du 20 novembre. Alors l'arrêté du 20 novembre concerne les tuyauteries qui sont supérieures au diamètre 100 avec des pressions supérieures à 500 millibars. Là où vous êtes soumis à l'arrêté du 20 novembre et vous avez obligation de faire une inspection périodique de vos canalisations. Si vos tuyauteries présentent un diamètre supérieur à 350 mm avec des pressions supérieures à 10 bars, là vous rentrez dans le seuil de requalification périodique. Donc, si en industrie vous avez ce type de tuyauterie, vous êtes soumis à inspection périodique. Et donc l'obligation des exploitants sur ce type de réseau, c'est de tenir à jour une liste des équipements soumis présents sur le site. Pour chaque équipement soumis, avoir un dossier d'exploitation. Vous êtes responsable des inspections périodiques. Vous êtes responsable des interventions sur les équipements et vous êtes responsable de la formation du personnel. Donc ça, c'est l'obligation des exploitants si vous êtes en catégorie, si vous êtes soumis à l'arrêté du 20 novembre. Les inspections périodiques doivent se définir de cette manière suivante. Elles sont définies par rapport à un contrôle, par rapport à un programme qui est validé par un OH, mais elles contiennent à minima une vérification visuelle, une vérification du dossier et une vérification des accessoires de sécurité. Les délais de réalisation sont définis selon le plan d'inspection, c'est défini par un OH,
et ces inspections doivent être effectuées par une personne compétente qui est désignée par l'exploitant ou un organisme habilité. Pour la requalification périodique, c'est la même chose, à part que ça doit être effectué par un organisme habilité. Donc tout ça si on veut résumer, si vous présentez un réseau soumis, qui répond à l'arrêté du 20 novembre 2017, vous avez une inspection périodique à réaliser selon une périodicité qui est définie par un organisme habilité. Donc, Anon, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à... J'ai une question, Gérald, de Madame Descamps. Comment on définit notre catégorie quand on est vraiment sur la limite entre 1 et 2, catégorie 1 et 2? Quand on est à la limite sur la catégorie 1-2, on prend la catégorie inférieure. C'est-à-dire que si vous êtes en diamètre 100 et puis que vous avez une pression de service à 1 bar, vous allez être vraiment sur la tangente, on va dire, de la catégorie. Et donc, vous prenez la catégorie inférieure, donc la catégorie 1. Ou article 7.7, si... je peux reprendre le tableau pour voir. Donc, voilà. Imaginons qu'on est en diamètre 100 avec une pression de service de 1 bar, on va être vraiment sur la limite entre la catégorie 1 et la catégorie 2. À ce moment-là, on prend les exigences qui sont liées à la catégorie 1 de la DESP. La même chose si on est au niveau de la qualification périodique. Dès lors qu'on a 350 mm et qu'on est à des pressions supérieures à 1 bar, par exemple, on va prendre la catégorie 2 au lieu de prendre la catégorie 3. Donc, on prend toujours la catégorie qui est inférieure, on va dire. Merci, Gérald. Excusez-moi. Donc, ça, c'était les normes. Donc ça, c'était pour la partie des équipements sous pression. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est les normes qui sont associées au réseau de gaz naturel. Donc les normes, on se situe ici au niveau du puzzle réglementaire. Donc le système normatif par rapport au réseau de gaz naturel, alors deux normes spécifiques à analyser. La première, c'est la NF 15001. Qui se comporte en deux documents. Document 1 pour tout ce qui est conception et réalisation et document 2 pour l'exploitation. Cette norme fait référence et est à prendre comme référence dès lors qu'on a un réseau supérieur à 500 millibars en pression de service. Ensuite, pour les réseaux qui sont inférieurs à 500 millibars, on se réfère à la norme 1775. Voilà. C'est deux normes principales à avoir, à prendre en compte pour les réseaux de gaz naturel. Donc les normes, elles vont parler, de l'intégralité du réseau, aussi bien en termes de conception, de réalisation et d'exploitation. Alors ce qu'il faut retenir comme règle principale pour la partie conception par rapport à ces normes, c'est que si vous avez un nouveau réseau à dimensionner ou à créer, il y a deux règles spécifiques de conception à respecter. C'est déjà une perte de charge inférieure à 10% sur l'intégralité du réseau et une vitesse du gaz inférieure à 20 mètres par seconde. C'est vraiment les caractéristiques principales à respecter. Et nous, ce qu'on peut voir comme retour d'expérience, alors c'est pas forcément sur les réseaux neufs, mais c'est surtout quand il y a des extensions de réseau ou des augmentations de puissance, on a souvent des problématiques de réseau mal dimensionnés. Donc un conseil, une bonne pratique, c'est si vous avez en industrie une augmentation de puissance ou une nouvelle installation à réaliser, réalisez bien une étude de dimensionnement en respectant pour valider dans un premier temps que votre réseau est bien dimensionné, mais aussi qu'il respecte ces critères de dimensionnement, c'est-à-dire une perte de charge de 10% et une vitesse de fluide inférieure à 25 mètres par seconde. Ensuite, une bonne pratique, un point important par rapport aux normes, c'est qu'il a été défini par le CLATEX il y a quelques années. Le CLATEX, c'est le comité de liaison des appareils destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Il a été défini ce texte-là, qui est important pour tout ce qui est, zone ATEX, pour la définition des zones ATEX. Donc, les tuyauteries de gaz conformes aux normes appropriées, c'est-à-dire la NF 1775 et la NF 15001, ne nécessitent pas une analyse de risque complémentaire au titre de la directive 1999-92-CE, qui est la directive ATEX, sous réserve d'une vérification périodique. Donc, on ne déroule pas l'évalue ATEX, donc le risque d'explosion, en vue d'identifier et de prévenir les risques d'explosion, dès lors que l'on a appliqué les mesures de protection préconisées par les normes, qui demandent essentiellement une ventilation appropriée de l'espace contenant les tuyauteries et une maintenance des installations.
C'est pour cela que respecter les normes et rentrer dans la maintenance des installations permet d'éviter les risques d'explosion et d'avoir des zones ATEX au niveau, des tuyauteries. Donc moi, ce que je vous propose de voir, c'est les contrôles, on va dire, qui sont associés aux normes sur les réseaux de gaz naturel et qui doivent être réalisés en industrie. Donc, en premier temps, comme je le disais lors du code du travail, et afin, de pouvoir, faire un contrôle visuel, d'avoir un état des lieux, de faire un audit pour définir les actions à mettre en place sur les réseaux, la norme conseille de faire au minimum 6 fois, au moins tous les 6 ans, un contrôle visuel avec une recherche de fuite. Ce contrôle visuel, alors c'est au moins une fois tous les 6 ans, mais cette périodicité, elle peut être revue à la baisse en fonction de la criticité du site. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une fonderie ou si vous travaillez, on va dire, dans une galvanisation où il y a un environnement, très corrosif, la périodicité des contrôles visuels et des recherches de fuite sera moins que tous les 6 ans. Donc le contrôle visuel, qu'est-ce qu'il comporte? Déjà une recherche de fuite sur l'intégralité des réseaux, aussi bien enterrés qu'aériens. Il contrôle aussi, il permet de faire un contrôle visuel complet des réseaux afin de déterminer les points spécifiques suivants. Est-ce qu'il y a des corrosions? Est-ce qu'il y a de la corrosion qui pourrait engendrer à terme, on va dire, des risques de fuite? Est-ce qu'il y a de la détérioration mécanique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la détérioration mécanique des supports, des tuyauteries qui pourraient engendrer aussi une rupture et une fuite de gaz? Est-ce que les robinets de gaz, les robinets de sécurité qui doivent être présents en entrée de bâtiment pour pouvoir être consignés en cas de problématique sont bien présents, sont bien manœuvrables, sont bien fonctionnels? Est-ce qu'il y a des composants vulnérables qui présentent, on va dire, des dégradations? Est-ce que les tuyauteries présentent bien un marquage selon les normes? Donc tous ces points-là, je vais vous les présenter un peu plus en détail dans les parties qui suivent. Donc le premier point qu'on a vu, c'était les points de corrosion. C'est-à-dire que le contrôle visuel va permettre, de faire un check-up complet du réseau afin de déterminer les points de corrosion, aussi bien sur les réseaux de gaz naturel, sur l'intégralité du réseau, des tuyauteries, aussi bien également sur les supports. Est-ce que les supports, présentent bien une isolation, on va dire, par caoutchouc, par exemple, qui va éviter les contacts métal et les fuites de gaz? Est-ce que les pénétrations de murs, tuyauteries, les pénétrations de murs sont bien faites? Parce qu'on voit souvent des fuites sur les réseaux de gaz naturel lors de contacts acier-brique ou acier-béton. C'est très corrosif, ça tape la tuyauterie, ça crée des fuites. Donc, on va regarder ces points-là. Et est-ce que les traversées, est-ce que les pénétrations de sol ou les sorties de sol sont bien faites également? Donc voilà, c'est des points qu'il faut vérifier lors de l'audit, lors des contrôles, c'est la corrosion sur les réseaux, les pénétrations de murs et les pénétrations de sol pour éviter tout point de corrosion qui pourrait à force faire des fuites. Et une bonne pratique que vous pouvez faire aussi, c'est la meilleure protection contre la corrosion des réseaux extérieurs, c'est la peinture. Donc dès lors que vos réseaux sont bien mis en peinture, ils seront protégés contre la corrosion. En ce qui concerne toujours la corrosion, ce que préconise la norme, c'est que les canalisations ne doivent pas être posées au-dessus d'une autre canalisation ou d'autres structures contenant des fluides corrosifs ou sur lesquelles la vapeur d'eau peut se condenser. C'est-à-dire que vos canalisations ne doivent pas passer en dessous de canalisations de vapeur ou de canalisations présentant des fluides corrosifs qui pourraient impacter et créer des fuites sur les réseaux de gaz naturel. Donc c'est aussi un point qui est vu pendant les contrôles visuels. Ensuite, l'identification des canalisations. La norme exige l'identification des canalisations, alors par couleur jaune, avec étiquette de repérage essence du fluide. Donc, on voit souvent sur les sites industriels, malheureusement, que les canalisations, elles datent d'époque, donc elles ne sont pas forcément repérées. Donc, il y a un point, la norme exige le repérage des canalisations de gaz naturel. Ensuite, les charges mécaniques. Alors, la norme précise de ne pas exposer à une charge mécanique l'ensemble des réseaux de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on voit souvent sur des sites des charges, des palettes de stockage qui sont posées sur le passage du réseau de gaz naturel. Alors, ça peut engendrer, en fonction du poids, un effort sur la canalisation qui peut la déformer, il peut y avoir rupture. Et il faut savoir également que l'intégralité du passage du réseau de gaz naturel enterré ne doit pas être, obstruée par une charge, parce qu'en cas de problématique, il faut accéder facilement à la canalisation, pour pouvoir réparer. Ensuite, les détendeurs. En ce qui concerne les détendeurs, sur les réseaux de gaz naturel,
La norme exige que les évents des détendeurs, qui peuvent être fuyards, hein, les évents sont directement en contact avec la membrane, donc si la membrane est fuyarde, l'évent peut être, comment dire, fuyard également, et il peut alors à ce moment-là, comment dire, créer, il y a une zone à texte qui se crée au niveau de la fuite de l'évent. Donc la norme, comment dire, oblige, enfin impose de canaliser les évents des détendeurs dans une zone sûre à l'extérieur, pour pouvoir éviter les zones à texte et les risques d'explosion en cas de fuite des évents. Ensuite, Ok, la Gérald, maintenance des... je vais peut-être t'arrêter. J'ai deux questions. Ouais, Une première question en fait de Pascal. Ces textes et obligations s'appliquent-ils aussi sur les installations de méthanisation agricole? alors ça c'est une bonne question. Alors, dès lors qu'il y a du N4, alors ça c'est pour la norme industrielle, ça c'est une question qu'il faut que je me plonge. On n'a jamais été confronté, on va dire. Ça c'est vraiment pour les réseaux de gaz naturel industriels supérieurs à 0,5 bar. Il faut que je vois en interne si c'est, comment dire, ça répond également aux installations de biométhane. Bon, donc Méthanisation. on revient vers vous, Ouais. Pascal, avec la réponse. Et j'ai une deuxième question de Caroline. Est-ce que les contrôles visuels demandés par la norme NFEN 15001 doivent être réalisés par un organisme certifié, avec une nécessité de prouver la réalisation des contrôles via un rapport officiel? Non, 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 ça c'est, comment dire, ça doit être fait par des personnes, comment dire, sachantes, hein, avec une expérience significative dans les réseaux de gaz naturel, mais il y a pas une obligation que ça soit réalisé par un organisme notifié ou habilité. Donc ça peut se faire en interne, Exactement. Mais dès lors que les personnes ont été formées aux risques qui sont liés au gaz naturel et qui savent les reconnaître, entre guillemets. C'est bien pour sûr. ça que les personnes qui sont compétentes dans la matière peuvent réaliser ces contrôles sans forcément appartenir à un organisme habilité. Pas d'autres questions, tu peux continuer du coup, Gérald. Ouais, merci. Donc, en ce qui concerne les détendeurs, alors, la norme impose le contrôle. Alors, les détendeurs sont généralement composés d'une ligne de détente, enfin d'une vanne de sécurité, enfin d'une vanne de coupure, d'un filtre et d'un régulateur. La norme impose le contrôle des dispositifs de sécurité des détendeurs, c'est-à-dire que les détendeurs, elles sont équipées de vannes de sécurité qui doivent être contrôlées une fois par an. Elles sont asservies à un déclenchement mini et maxi de pression, donc ces déclenchements doivent être validés. Et lors des déclenchements, on doit vérifier que les vannes de sécurité soient bien étanches. Donc c'est un contrôle qui doit être fait annuellement, ainsi que la vérification, on va dire, de l'étanchéité à débit nul des régulateurs. Donc ça, c'est des contrôles qui doivent être faits régulièrement. Et pour le filtre, le filtre qui compose la ligne gaz, comment dire, s'il n'y a pas comment dire, d'appareil qui permet de vérifier l'encrassement des filtres, donc de le taper, on va dire, d'encrassement, bah, il faut une fois par an démonter le filtre, le souffler pour en assurer la propreté. Donc pour les détendeurs, une fois par an, contrôler les sécurités et vérifier que ces sécurités sont bien fonctionnelles et que la vanne de sécurité soit étanche. Ensuite, en ce qui concerne la protection cathodique, alors la protection cathodique, elle concerne les réseaux de gaz naturel enterrés en acier. Et la protection cathodique, elle permet de monter un seuil d'immunité de la canalisation pour pouvoir la protéger contre la corrosion. Donc, une fois par an, il faut contrôler l'efficacité, comment dire, des systèmes de protection cathodique afin d'assurer le bon fonctionnement. Ensuite, pour tout ce qui est robinet de sécurité, alors il faut savoir, alors un robinet de sécurité, c'est des robinets qui sont dessinés pour pouvoir couper une alimentation d'un bâtiment qui doit être situé à l'extérieur, comment dire, des bâtiments. Elles doivent être accessibles et elles doivent être manœuvrées une fois. Alors, comment dire, les normes, comment dire, indiquent de réaliser le contrôle, on va dire, des robinets une fois tous les 5 ans. Donc vérifier le bon fonctionnement du robinet, la manœuvrabilité et le fait qu'il soit bien étanche. Mais là, c'est toujours aussi en fonction du type d'établissement et de l'environnement, on va dire, du client, s'il est corrosif ou pas. Regardez vraiment si la criticité nécessite de le faire plus régulièrement. Mais sinon, la norme impose de faire une fois tous les 5 ans le fonctionnement des robinets. C'est important de le faire parce qu'on voit souvent sur des sites industriels que c'est pas fait. Et au moment où il faut l'utiliser pour mettre en sécurité un réseau ou un bâtiment, et ben on voit que ça marche pas et c'est compliqué.
Donc voilà, là, c'était vraiment tous les textes enfin tous les points, on va dire, qui sont issus de la norme que je vous ai présentés. Et c'est des contrôles qu'il faut réaliser pour assurer pour assurer la sécurité de votre réseau de gaz naturel. Ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était de vous présenter l'évolution de l'arrêté chaufferie du 3 août. Donc l'arrêté chaufferie, ça concerne les chaufferies des bâtiments industriels ou tertiaires. Donc pour les bâtiments industriels ou tertiaires, alors moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'évolution de l'arrêté du 3 août 2018. C'est l'arrêté qui concerne les installations chaufferies d'une puissance de 1 MW à 20 MW, aussi bien pour la partie tertiaire que pour la partie industrielle. Donc il y a une évolution fin 2018 de cet arrêté. Donc là, c'était, on va dire, les seuils avant l'arrêté du 20 décembre 2018. Alors, toutes les installations qui étaient entre 2 et 20 mégawatts, elles étaient assujetties à l'arrêté PIC et il fallait faire une déclaration et des contrôles périodiques. Ensuite, pour toutes les chaufferies qui étaient supérieures à 20 mégawatts jusqu'à 50 mégawatts, on était sous le seuil de l'autorisation. Et les chaudières, les chaufferies qui étaient entre 1 et 2 mégawatts, n'étaient pas assujetties à l'arrêté, donc il n'y avait pas de déclaration à réaliser. Suite à l'arrêté du 20 novembre, alors la grande modification, alors, je n'arrive pas à passer le slide. Alors voilà, suite à la modification, on peut voir que toutes les installations qui étaient en 1 et 2 mégawatts, et bien comment dire, aujourd'hui, sont soumises à une déclaration et contrôle périodique. Et donc voilà, c'est vraiment la grande évolution, on va dire, de l'arrêté du 20 décembre, c'est que les installations qui étaient entre 1 et 2 mégawatts, aujourd'hui, sont soumises à déclaration et contrôle périodique. Les installations neuves et également les installations qui, à l'époque, n'étaient pas soumises. Donc, qu'est-ce qu'impose l'arrêté chaufferie? Elle impose pour l'alimentation en combustible d'avoir des réseaux conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, d'avoir une protection contre les agressions extérieures, corrosion, choc, température, et repérées par des couleurs normalisées. Elle induit aussi d'avoir des dispositifs de coupure à l'extérieur des bâtiments, c'est-à-dire clairement repérés et indiqués dans les consignes d'exploitation, et accessible en aval du poste de livraison. Donc là, si vous ne les avez pas sur votre réseau, c'est une non-conformité majeure. Et elle induit pour les combustibles gazeux, c'est d'avoir 2 vannes automatiques redondantes, asservies au moins à 2 capteurs de détection de gaz et un pressostat, et que ces chaînes de sécurité soient testées à minimal une fois par an. Et aussi d'avoir des organes de coupure au plus près des appareils. Donc, la DMA, c'est-à-dire que toutes les installations neuves doivent répondre à ces exigences, on va dire, de l'arrêté, mais toutes les installations qui, avant 2018, n'étaient pas, avant l'arrêté, n'étaient pas assujetties à ces obligations, devaient se mettre en conformité avant le 20-12-2022. Donc, je vous partage l'information afin de vous la partager et de savoir si éventuellement, valider sur votre site que cette évolution a bien été prise en compte. Donc un exemple de réalisation, donc la vanne de coupure accessible à l'extérieur, un système de double vannage automatique asservi à une détection gaz, une centrale au minimal avec 2 capteurs et un pressostat, on va dire, d'arrachement de canalisation. Donc voilà, si vous avez ça sur votre site, vous répondez aux exigences de l'arrêté du d'août 2018. Voilà ce que je voulais vous présenter sur la norme. Alors c'est varié, il y a énormément de choses à dire sur les réseaux de gaz naturel, sur la sécurité des réseaux. Donc j'ai voulu, par rapport à cette présentation, vous montrer vraiment les éléments du code du travail, de l'arrêté préfectoral et des normes qui sont assujettis, on va dire, au réseau de gaz naturel pour que vous ayez un peu en tête ce qu'il faut faire sur un réseau de gaz naturel pour assurer la sécurité des employés, éviter les risques de fuite et d'explosion. Je ne sais pas, Arnaud, si tu avais des questions complémentaires. Oui, j'ai 2 questions par rapport à la partie précédente sur les canalisations. Est-ce que l'inox peut être utilisé? Alors, l'inox peut être utilisé pour les réseaux de gaz naturel. Ça, c'est pas une problématique. On peut, utiliser l'inox pour faire des réseaux de gaz et ça répond également aux exigences de la directive des équipements sous pression. Dès lors que les soudeurs, les entreprises les soudeurs qui réalisent ont les certifications qui vont bien. On a les certificats matières qui vont bien pour tout ce qui est réseau et accessoires.
Après, comment dire, l'inox peut être utilisé également pour les réseaux enterrés, mais au même titre que les réseaux en acier sont soumis à des phénomènes de corrosion. Alors, c'est pas le même pour les réseaux aériens qui vont être moins assujettis aux phénomènes de corrosion que les réseaux en acier carbone. En revanche, pour tout ce qui est réseau inox enterré, ils sont soumis également à des phénomènes de corrosion. Et donc, il faut également installer des systèmes de protection cathodique pour éviter les phénomènes de corrosion. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'expérience à gérer les phénomènes de corrosion sur les réseaux acier-carbone que les réseaux acier-inox. Donc, les réseaux acier-inox, c'est utilisé généralement dans l'agroalimentaire. Pour les réseaux aériens, c'est très bien pour la corrosion. Par contre, pour les réseaux enterrés, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas croire que c'est de l'inox et qu'il n'y a pas de phénomène de corrosion. Le phénomène de corrosion est présent également sur les réseaux enterrés. Il y avait un complément sur la question, a priori, il ne doit pas être peint, l'inox. Alors, il n'est pas forcément obligatoirement d'être, enfin, il ne faut pas forcément obligatoirement peindre l'inox, pardon, mais en revanche, si on ne le peint pas, il faut mettre des systèmes qui permettent, comment dire, de repérer que c'est des réseaux de gaz naturel. Alors, soit des étiquettes définissant le flux de gaz, on va dire le flux de gaz naturel, avec le sens du fluide. OK, merci. J'ai une autre question, toujours par rapport aux canalisations. Est-ce qu'une non-conformité sur l'EN 15001, par exemple un mauvais passage de mur, implique de fait une analyse à texte complète du réseau, y compris sur les points n'ayant rien à voir avec la non-conformité? Non, une non-conformité va pas être obligée. Le tout, c'est de maîtriser le risque. C'est-à-dire que si vous avez défini qu'une pénétration de mur n'est pas bonne, vous avez identifié le risque et il faut mettre en place, on va dire, les éléments qui vont permettre, d'éviter l'apparition de l'explosion, c'est-à-dire, bah, remettre en conformité la pénétration et peut-être s'il y a, comment dire, un début de corrosion sur la pénétration de mur, bah, peut-être mettre en place une recharge de fuite avec des périodicités, on va dire, plus courtes pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence, qu'il n'y a pas de possibilité de risque d'explosion. Je pense que la question générale, c'était s'il y a zonage à texte à faire, est-ce qu'il faut le faire sur tout le réseau ou uniquement la partie qui est, Uniquement, ouais, uniquement sur la partie concernée, c'est-à-dire ce que je voulais dire dans mon explication, c'est que si on a défini qu'une pénétration de mur n'est pas conforme, qui a un contact à béton-acier ou brique-acier, ben, on sait qu'il y a comment dire, bah, il y a une non-conformité, il faut mettre en place les actions pour y pallier. Et derrière, si on veut éviter la zone ATEX sur cette partie-là, bah, peut-être mettre une action en place pour pouvoir vérifier l'absence de fuite assez fréquemment le temps qu'on fasse la réparation. Mais ça n'induit pas le fait de mettre comment dire, de définir un plan de zonage ATEX ou une étude ATEX complète sur le réseau gaz naturel complet. OK, c'est clair, Par contre merci. par contre ouais, ouais. Vas-y, tu peux compléter si tu veux. Non, mais par contre, voilà, dès lors qu'on définit, qu'on dire qu'on détermine, qu'on identifie une problématique comme ça, il faut mettre en place les actions pour éviter, la fuite. Ça, c'est obligatoire. OK, j'ai une autre question. Peut-on justifier la PS de notre réseau interne par les caractéristiques du poste de détente géré par GRDF? Ou faut-il un système interne supplémentaire type soupape, Pressosta ou autre? Non, c'est-à-dire que, bon, nous, généralement, on doit définir des pressions maximales de service. Alors, si vous avez une soupape, on prendra la valeur de la soupape, mais si vous en avez pas, votre réseau, il est protégé par la vanne de sécurité de GRDF. Donc, si vous avez un réseau à 300 millibars, bah, peut-être que la vanne de sécurité, elle sera à 450 millibars. Donc, c'est cette valeur-là qu'il faut peut-être demander au distributeur, à GRDF ou à GRT, si vous êtes alimenté par un réseau GRT Gaz. Et c'est celle-là qui fera foi pour l'établissement du dossier DESP ou pour définir si vous êtes assujetti ou pas à plan d'inspection périodique. OK, je n'ai pas d'autres questions, donc n'hésitez pas, si vous avez encore 1 ou 2 questions, on peut les prendre. J'ai une remarque, pourriez-vous nous faire parvenir votre présentation? Bien évidemment. L'intégralité en fait de la présentation vous sera envoyée et vous aurez aussi accès au replay, de cette matinale. Voilà. Ce qu'on enfin, nous côté GRDF, ce qu'on constate souvent en fait, hein, c'est,
des usines qui, s'agrandissent en fait, hein, des nouvelles lignes de production qui sont installées et des réseaux qui ont été dimensionnés en fait à l'origine. Voilà, on a souvent cette problématique en fait de perte de charge en fait, hein, qui est souvent Mmh. liée au fait qu'on rajoute des équipements sur un Mmh. réseau initialement dimensionné. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus quand vous vous raccrochez sur votre réseau gaz existant à bien refaire des calculs de dimensionnement. C'est des choses qu'on rencontre très régulièrement. Donc Gérald l'a dit, un réseau gaz, voilà, ça se conçoit, d'une certaine façon, en respectant des normes. Ça s'exploite, ça se maintient, c'est important. Voilà l'industriel, l'employeur, en fait, est responsable, en fait, hein, de la bonne, heu, de la bonne, maintenance et exploitation du réseau gaz, sur son site. Donc n'hésitez pas si vous ne le faites pas, à vous rapprocher de vos collaborateurs GRDF. On vous mettra en relation avec les acteurs de la filière, Axegine, mais d'autres aussi, pour vous accompagner. J'ai pas d'autres questions a priori dans le fil de discussion. Vous avez 2 liens qui s'affichent là sur le slide, un lien vers, le site CJBAD qui est un site, GRDF, où vous allez trouver un certain nombre d'informations autour de la sécurité des réseaux gaz et également le lien vers, le site d'Axegid où vous allez retrouver un certain nombre d'informations également. Alors j'ai une question qui s'est rajoutée depuis. Justement, comment ça marche quand on fait du neuf sur un réseau ancien vis-à-vis des contraintes DESP? Car les normes ne sont pas les mêmes sur les 2 réseaux, si j'ai bien compris. Alors, vous avez bien compris. Comment dire? En vrai, si on crée un nouveau réseau qui est soumis à DESP, le nouveau réseau, devra être réalisé conformément, à la directive des équipements sous pression. Alors soit un article, 3.7 ou un article, comment dire? En catégorie 1, 2 ou 3 en fonction de sa catégorie de DESP, pardon. Donc, il y aura un dossier pour le nouveau réseau. En revanche, s'il y a un raccordement sur un réseau qui est soumis à l'arrêté du 20 novembre, par exemple, il y aura un dossier spécifique à réaliser pour le point de raccordement. Et donc, on aura deux dossiers, on va dire, spécifiques. Un dossier de construction pour le nouveau réseau et un dossier de raccordement sur le réseau existant pour pouvoir faire le raccordement. Donc 2 dossiers spécifiques et d'où là l'importance, si vous êtes à un réseau soumis au 20 novembre, d'avoir un plan d'inspection réalisé et une inspection périodique faite et d'avoir tous les éléments qui concernent le réseau. OK, bon je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup Gérald. Mmh. Du coup, voilà, c'était une première pour nous, c'était une première, la première matinale GRDF. On compte en organiser plein d'autres l'année prochaine et une au premier trimestre 2024, sûrement au mois de mars, autour de l'efficacité énergétique. Donc on vous donne rendez-vous, au mois de mars l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet, pas facile à déployer, on va dire, sous ce format-là, hein, Ah, assez complexe mmh. et Il y a beaucoup de difficile choses à dire en une voilà, à heure, ouais. expliquer. Donc Ouais. j'espère que ça vous a plu, et puis, du coup, je vais clôturer cette matinale. Petit message, très bonne initiative, merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je remercie encore Gérald Dehon, donc d'Axegid pour son intervention Merci. et vos interlocuteurs, restent à disposition si besoin. Bonne fin de journée à tous.